D'abord, en tant que professeur en sciences de gestion, je m'intéresse effectivement aux problématiques environnementales à l'échelle des organisations, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et plus précisément, mes travaux portent sur l'intégration des enjeux environnementaux dans la sphère du contrôle de gestion. Donc avant de vous parler d'écologie, j'aimerais tout d'abord décrire brièvement ce qu'est le contrôle de gestion. Donc si on reprend les travaux fondateurs de Robert Anthony Henri Bouquin, on pourrait dire que le contrôle de gestion est un processus managérial qui sert à décliner le business model et la stratégie d'une entreprise à tous les niveaux organisationnels. Le contrôle de gestion est apparu dans les années 1920 dans les grandes entreprises américaines, notamment chez General Motors, et il a été introduit dans les années 50 en Europe, tout d'abord dans les entreprises industrielles et plus tard dans les entreprises de services. C'est avec le New Public Management que le contrôle de gestion s'étend au secteur public. Et en France, les réformes dites de modernisation des services publics, je fais notamment référence à la LOLF, à la LRU, à la T2A, ou encore plus récemment à l'Action publique 2022, conduisent en fait à institutionnaliser les dispositifs du contrôle de gestion dans les organisations publiques. Par ailleurs, avec l'avènement de la responsabilité sociétale des organisations, le contrôle de gestion s'oriente aujourd'hui vers des dimensions non financières. Et en particulier dans le domaine de l'environnement, on voit émerger le concept de contrôle de gestion environnementale, qui est parfois appelé éco-contrôle en Amérique du Nord. Donc, depuis une dizaine d'années, moi, mes travaux portent sur le rôle du contrôle de gestion et des contrôleurs de gestion face aux nombreux défis écologiques que sont les changements climatiques, la pollution des eaux, l'érosion des sols ou encore l'épuisement des ressources naturelles. Non, effectivement, la problématique environnementale climatique est de plus en plus prégnante dans la poursuite de l'action publique. Et en ce sens, étant donné que la Direction générale du Trésor a pour objet d'élaborer la politique économique, c'est vrai que la problématique climatique s'intègre dans l'ensemble des services de la Direction générale du Trésor, tant au service du financement de l'économie auquel j'appartiens, qu'au sein du service des politiques publiques ou encore du service en charge de l'internationalisation des entreprises, des relations bilatérales, etc. Et en ce sens, étant donné que la problématique climatique est particulièrement complexe, parce qu'elle irrigue, j'ai envie de dire la problématique climatique, mais également environnementale, parce qu'elles irriguent pleinement finalement l'ensemble des politiques publiques. On peut penser à la fois évidemment à la politique industrielle, à la politique énergétique, mais aussi à la politique de régulation financière, on va en parler, de régulation des entreprises, et puis aussi même la politique en matière d'emploi, en matière sociale, étant donné tous les sujets liés à la transition juste, liés aussi aux transformations de l'emploi face à la transition écologique. La problématique climatique doit s'intégrer dans l'ensemble de la direction. Et en ce sens, je dirais que la recherche en matière climatique a énormément de sens parce qu'elle va pouvoir irriguer aussi la prise de décision en matière réglementaire, en matière de poursuite de programmes publics, de poursuite aussi de politiques publiques plus généralement. Du coup, la manière dont ça s'intègre et de manière très pratique, c'est par déjà un plan climat. La Direction générale du Trésor et plus largement le ministère de l'économie, des finances et de la relance a un plan climat, en tout cas dispose d'un plan climat depuis l'année 2021. C'était une demande du Premier ministre. Et donc, des indicateurs de suivi en matière climatique sont du coup imposés à l'ensemble des agents, à l'ensemble des directions qui constituent le ministère de l'économie et des finances, avec, s'agissant des entreprises, du secteur financier, des indicateurs de suivi en matière de transparence extra-financière des entreprises, en matière de bilan des émissions de gaz à effet de serre qui sont produits par les entreprises, en matière aussi de transparence extra-financière de la part des investisseurs, de la part des établissements bancaires, assurantiels, et plus largement un pléthore, j'ai envie de dire, d'indicateurs qui doivent être suivis par les agents. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, s'essaime finalement la recherche climatique plus largement dans le travail au quotidien. À la fois la recherche vraiment sur le fondement des rapports du GIEC, évidemment de la recherche macroéconomique
également en matière climatique de l'impact, par exemple, de l'investissement dans les énergies fossiles sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Et donc, cette recherche a vraiment pour objectif de pouvoir nourrir, comme je l'ai dit, la prise de décision, mais aussi de pouvoir finalement débattre de ces sujets, étant donné que plus on creuse finalement cette matière climatique, plus on se rend compte, encore une fois, que le réchauffement climatique et la transition ont des conséquences opérationnelles très, très variées, très diverses sur l'ensemble des politiques publiques. Puis par exemple aussi très concrètement, la Direction générale du Trésor est représentée dans des groupes de travail sur la place de Paris, donc en matière financière, pour réfléchir à des méthodologies, par exemple d'alignement sur l'accord de Paris des portefeuilles financiers. Du coup, pour ce faire, les agents ont besoin de se fonder aussi sur la recherche qui existe sur ces sujets-là. Je participe par exemple au comité scientifique de l'Observatoire de la place sur la finance durable. Ce comité scientifique, je trouve que c'est un très bel organe, étant donné qu'il réunit à la fois des chercheurs académiques, des experts issus de think tanks par exemple, ou encore d'auditeurs, et puis des représentants de la Direction générale du Trésor et du Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique. Et du coup, on a vraiment ce pont qui est fait entre recherche académique et prise de décision en matière de politique publique. Et ça va dans les deux sens finalement, parce que les chercheurs ont besoin de comprendre quel va être finalement l'impact de leur recherche sur cette prise de décision. Et puis en tant que représentant de la direction du Trésor, on a besoin de comprendre exactement ce que nous apporte la recherche pour mieux pouvoir prendre la décision in fine. Donc je dirais que c'est un peu la manière dont la recherche, j'en parle au sens très large, irrigue l'organisation même du Trésor et puis le travail au quotidien. Et j'en parle de manière large parce qu'encore une fois, on a de la recherche à la fois vraiment en matière climatique, en matière scientifique, mais aussi de la recherche en sciences de gestion, en sciences économiques, et puis je pourrais même dire en biologie, en santé, etc. Donc ça va venir irriguer tout ça. Et par ailleurs, la Direction générale du Trésor a du coup quelques docteurs et quelques doctorants. Moi, je fais ma thèse en économie du droit, donc sur le risque climatique appliqué aux institutions financières et la prise en compte du risque climatique dans l'ensemble des piliers prudentiels pour les établissements bancaires. Et là, ça nécessite évidemment de mobiliser des compétences un peu interdisciplinaires qui sont à la frontière de l'économie, des sciences économiques évidemment, c'est l'objet de ma thèse et puis c'est l'objet plus généralement de la Direction générale du Trésor que d'avoir cette matière économique, mais aussi du droit, de la régulation et des sciences environnementales, des sciences climatiques. Donc je dirais que c'est un peu la manière dont tout ça s'intègre et je pense que le fin mot de l'histoire sur ce sujet, en tout cas très précis de l'intégration du climat dans les objets d'études ou de recherche, c'est vraiment l'interdisciplinarité parce que c'est vrai que jusqu'à présent, tout a beaucoup fonctionné en silo et je pense que ça peut même étonner beaucoup finalement que la Direction du Trésor puisse s'intéresser au climat. Je pense que ce n'était pas nécessairement le cas il y a quelques années et pas nécessairement juste du point de vue de la politique publique, mais aussi même de la compétence en fait des agents, alors que finalement les choses changent en ce sens et je pense que la recherche aide beaucoup aussi les agents de la Direction générale du Trésor à comprendre dans l'environnement dans lequel ils évoluent et ce qu'ils doivent prendre en compte aussi dans l'élaboration des politiques publiques. Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement l'intégration de l'environnement et du climat dans les dispositifs de régulation financière ne va pas de soi, étant donné que la manière dont la réglementation financière a été construite jusqu'à présent est beaucoup axée sur le fondement du risque. Et donc il est d'abord nécessaire pour ce faire de bien comprendre quels sont les risques qui sont issus du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité sur la stabilité financière. En ce sens, on a un triptyque pour le coup qui est celui des risques de transition, donc les risques qui découlent directement de la nécessité de la transition, par exemple via la dépréciation d'actifs, les risques physiques, les conséquences physiques du réchauffement climatique sur les actifs, et puis les risques dits de contentieux, à savoir que des poursuites en justice d'État, de collectivités, mais également d'entreprises, peuvent du coup faire peser des risques sur les institutions financières qui détiendraient des titres d'État, de collectivités ou d'entreprises en portefeuille, par exemple. Or, la manière dont le climat est aujourd'hui intégré dans la problématique, dans les dispositifs de régulation financière dépasse le seul risque et vient aussi se positionner sur dans quelle mesure est-ce que
la réglementation financière peut permettre l'atténuation du changement climatique, étant donné que lorsqu'on parle de finances durables, justement sur la base de ce triptyque éviter, réduire, compenser, on pense également à la manière dont, d'une part, le système financier a un rôle à jouer dans la redirection des flux de capitaux, de l'allocation des capitaux vers la transition énergétique, et puis la manière dont le système financier doit gérer ces risques issus du changement climatique et de la problématique environnementale, vue du coup comme une contrainte. Or, ces deux grands éléments, finalement, constituent cette définition de la finance durable, et du coup, la manière dont c'est intégré en pratique dans la réglementation, c'est assez pluridimensionnel. Je dirais que d'une part, ça requiert d'avoir une feuille de route commune sur ce que constitue la transition écologique et énergétique. Jusqu'à présent, étant donné les balbutiements, disons, en matière de politique environnementale, que ce soit d'un point de vue fiscal, mais aussi d'un point de vue politique économique, de politique industrielle, de politique même de réglementation financière, on a besoin, le système financier a besoin d'avoir un cap à atteindre, de connaître exactement quels sont les critères de durabilité des secteurs dans lesquels ils interviennent, des secteurs qu'ils doivent financer, dans lesquels ils investissent, etc. Et du coup, ce projet d'avoir cette feuille de route partagée et ce langage commun, finalement, de pallier l'absence d'informations sur ce que constitue une véritable trajectoire de durabilité pour une entreprise, c'est l'objectif de cette taxonomie des activités économiques durables qui est en cours de développement au niveau européen et qui constitue un peu le cœur de ce qui est fait en matière d'intégration de la problématique environnementale dans le dispositif de régulation financière, étant donné que dès lors, désormais, qu'on est en train progressivement au niveau européen essentiellement, mais aussi au niveau national, je dirais, de modifier la réglementation financière existante pour y intégrer la prise en compte du climat, ou dès lors qu'on adopte de nouvelles réglementations, essentiellement encore une fois au niveau européen, pour venir aider à verdir les pratiques financières, on se fonde sur cette taxonomie qui est un peu voilà, cette grammaire commune, ce système métrique presque on pourrait dire de la durabilité. Et du coup, en ce sens, la manière dont c'est intégré, c'est à la fois en standardisant les instruments financiers qui sont sur les marchés, en pouvant dire dès lors qu'un instrument est durable, voilà ce qu'il doit intégrer, même pour un instrument qui n'est pas commercialisé, par exemple, comme durable, enfin un produit, je devrais dire, qui n'est pas commercialisé comme durable, alors il doit être transparent sur la manière dont il est durable ou non durable. La manière aussi dont le processus, enfin dont la chaîne d'investissement est construite, et du coup le processus de distribution des produits financiers est élaboré. On intègre de la durabilité. On parle beaucoup des obligations vertes. Par exemple, une standardisation va bientôt apparaître dans l'Union européenne sur les obligations vertes pour aussi dynamiser le marché, pour permettre un marché compétitif sur ces obligations vertes, tout en harmonisant du coup les critères afin de renforcer la confiance aussi des investisseurs dans le système financier plus généralement et du coup dans le rôle aussi de vecteur finalement de la transition écologique qu'est le système financier. Donc je dirais que très largement, c'est la manière dont tout ça est intégré au sein de la réglementation financière. Et du coup, ce qui se fait en matière de finances durables, c'est vraiment la frontière à la fois de la réglementation financière elle-même. On parle de réglementation des établissements bancaires, des institutions de crédit, des entreprises d'investissement, mais également des gérants d'actifs et puis des assureurs. C'est à la frontière de cette réglementation financière, de la science climatique, parce que atteindre la transition écologique, rediriger les flux de capitaux vers la transition, ça implique de comprendre ce qu'est cette transition et ce que ça doit amener comme modification, par exemple, des processus industriels, de la fourniture de produits, de services, etc. Et puis c'est aussi à la frontière j'ai envie de dire, de l'industrie, de l'économie réelle. Le système financier ne fonctionne pas seul, disons, et il vient financer, en tout cas c'est son rôle premier, même si parfois il a pu être mis à mal, disons, il vient financer l'économie réelle. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant et qui, je pense, fait le lien aussi avec évidemment ce que doivent faire les entreprises et du coup, sans transparence extra-financière de la part des entreprises, de la part de l'économie réelle, il est rendu beaucoup plus complexe pour le système financier de effectivement jouer ce rôle aussi de redirection finalement des flux de capitaux, de l'allocation de capital vers la transition écologique. Il faut savoir que le contrôle de gestion environnementale est l'un des dispositifs clés de la déclinaison des politiques environnementales à l'échelle des organisations, privées ou publiques. C'est un dispositif en fait qui peut être appréhendé comme un processus managérial qui sert à mettre en œuvre ou à faire émerger des stratégies vertes des organisations, donc des stratégies d'évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sous la pression des parties prenantes, y compris institutionnelles, que ce nouveau contrôle se construit aujourd'hui dans les organisations et dans les entreprises en particulier, avec plus ou moins de succès. D'une part, entre le reporting extra-financier que vous avez évoqué rapidement, donc reporting qui sert à répondre aux obligations légales, et d'autre part, les besoins réels de pilotage de la performance globale des organisations. Alors j'aimerais aller un peu plus dans le détail sur ces deux points. Tout d'abord, évoquer le reporting extra-financier et revenir sur la question du pilotage. Sur le reporting, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe aujourd'hui tout un arsenal juridique et normatif qui encadre le reporting extra-financier. Il y a d'abord eu les lois NRE, les lois Grenelle, et aujourd'hui, il faut savoir que les grandes entreprises, y compris les entreprises publiques, telles que la SNCF ou EDF, ont l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière. À cela s'ajoutent d'autres dispositifs, toujours dans le secteur public, l'État, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, les établissements publics de plus de 250 agents, dont les hôpitaux, sont amenés également à publier un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et plus récemment, la loi Pacte de 2019 va encore plus loin puisqu'elle oblige les entreprises à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de leurs activités au quotidien. Et cette loi propose également aux entreprises de redéfinir leur raison d'être, voire de devenir des sociétés à mission. Donc ça, c'est le volet, disons, juridique. Maintenant, intéressons-nous au volet plus normatif. Il faut savoir que d'autres référentiels, cette fois-ci d'application volontaire, sont utilisés par les organisations pour effectuer leur divulgation extra-financière. Je pense notamment à la norme ISO 26000, norme internationale. Je pense aussi aux lignes directrices de la Global Reporting Initiative ou encore le cadre international du reporting intégré. Si l'on vient maintenant à la question du pilotage. Donc, en matière de pilotage environnemental, les managers publics ou privés utilisent différents outils plus ou moins articulés entre eux au sein de ce qu'on appelle un control package. Il s'agit notamment du calcul des coûts environnementaux, du bilan carbone qui permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, de l'analyse du cycle de vie qui est utilisé dans les programmes d'éco-conception, des agendas 21 qui sont utilisés, déclinés dans les collectivités territoriales, les budgets carbone ou encore les tableaux de bord verts qui sont utilisés pour piloter la performance environnementale des organisations. Alors pour terminer, j'aimerais quand même souligner des différences qui existent entre le secteur privé et le secteur public. Il faut savoir que le contrôle de gestion environnementale est encore balbutiant et moins contraignant dans les organisations publiques par rapport aux entreprises privées. L'État français a publié récemment son premier budget vert, adossé au projet de loi de finances pour 2021. Donc si on apprécie l'effort de transparence sur l'impact environnemental des recettes et des dépenses de l'État, certaines questions restent néanmoins en suspens. Comment ce budget, par exemple, sera déployé dans les différentes administrations? Qu'adviendra-t-il si ces objectifs environnementaux ne sont pas atteints? On peut aussi se poser la question de la nature finalement de cet outil. Est-ce que c'est un outil marketing ou est-ce que c'est un outil qui sert réellement au pilotage de la performance des organisations, des administrations, des organisations publiques en général? À ce stade, je pense qu'il est encore trop tôt pour mesurer la portée de cet outil et qu'il sera intéressant de suivre l'usage de cet outil dans le temps long. Je pense qu'effectivement, le sujet de l'intégration finalement de l'essaimage des sujets, de la problématique environnementale climatique dans l'administration, elle est clé parce que finalement, si un tel essaimage n'a pas lieu, alors on peut se demander dans quelle mesure est-ce que la politique publique peut effectivement accompagner et inciter, voire contraindre à la transition énergétique et écologique.
J'aurais plusieurs peut-être expériences à mettre en exergue. La première, pour rappeler peut-être aussi ce qu'a pu faire la Direction générale du Trésor sur ce sujet, c'est le fait que depuis l'année 2020, le directeur général du Trésor est accompagné d'un délégué de haut niveau sur le climat qui vient du coup constituer un peu le point d'ancrage de l'ensemble des services de l'administration du Trésor sur ces sujets environnementaux et climatiques, et qui a pour rôle un peu de coordonner la politique publique sur ces sujets. Alors évidemment, c'est très large parce que ça comprend à la fois la politique publique en matière environnementale et climatique directement par rapport à, je ne sais pas, par exemple, typiquement sur le sujet de l'agriculture, sur le budget vert, sur la réglementation financière, sur la participation de la France aux sommets internationaux, sur la participation de la France au fonds vert, sur le suivi aussi des banques multilatérales de développement, sur le suivi de l'action climatique de la Banque européenne d'investissement. Donc ça comprend un panel très très large finalement de missions, mais à tout le moins, disons, ce délégué a pour rôle surtout encore une fois, de constituer ce point d'ancrage, ou en tout cas ce rôle vraiment de coordinateur de ce qui peut se faire en matière environnementale et climatique au sein de la DG Trésor. Des initiatives un peu similaires ont été mises en place, par exemple, au sein de la Banque de France, avec un centre climat, un centre sur le changement climatique qui a été créé il y a quelques semaines, quelques mois, et qui vient réunir finalement l'ensemble des experts climatiques et environnementaux au sein de la Banque de France, au sein d'un centre spécialisé, à l'instar de ce qu'a pu faire récemment aussi la Banque centrale européenne. Au sein de l'autorité des marchés financiers, c'est une approche quelque peu différente qui a été choisie, à mon sens, à savoir qu'il y a une équipe de coordination finance durable qui finalement comprend 2-3 personnes, et les sujets climatiques environnementaux sont pour le coup essaimés un peu partout au sein de l'autorité des marchés financiers, à la fois au sein de la direction de la régulation et des affaires internationales, mais également au sein de la direction des agréments, au sein de la direction des émetteurs, etc. Donc dans l'ensemble finalement des activités de l'autorité. Et du coup, ce qui se passe au sein du Trésor rejoint peut-être un peu plus aussi l'AMF sur ce sujet, à savoir que certes, il y a des référents en matière durable un peu partout dans les services, mais j'ai envie de dire que la prochaine étape, c'est presque que chaque personne, chaque expert qui a en portefeuille un sujet assurantiel, un sujet bancaire, un sujet relatif à la politique sociale, la politique de l'emploi, etc., ait vraiment la transition écologique et énergétique aussi dans ses missions. Et ça voudra dire que, à mon sens, c'est le sens de l'histoire, mais en tout cas, ça voudra dire que les choses ont bien fonctionné, à savoir que la problématique environnementale et climatique est prise en compte un peu partout. Mais néanmoins, je pense que ça requiert deux choses. Ça requiert déjà une prise de conscience généralisée de l'importance fondamentale de ce sujet dans la poursuite des politiques publiques, ce qui n'est pas forcément encore toujours le cas aujourd'hui. Alors c'est le cas à un niveau très politique, évidemment, on a tous en tête le fait que ça doit être le cas. Néanmoins, dans la vie quotidienne, on se rend compte qu'on pense toujours le climat, l'environnement un peu à part, ou en tout cas de manière parallèle à d'autres objectifs de politique publique. Or, à mon sens, la prise en compte de ces limites planétaires, mais également un peu dans l'approche que vous devez très bien connaître de la théorie un peu du donut, par exemple, de Kate Raworth, sur le fait qu'on doit avoir un plancher social et un plafond climatique planétaire. À mon sens, c'est vraiment, je m'exprime là à titre personnel, mais je pense que ça devrait, à tout le moins de manière très théorique, un peu irriguer la manière dont fonctionne l'administration et dont fonctionnent les politiques publiques sur ces sujets. Et du coup, le deuxième enjeu, c'est un enjeu de compétences, de connaissances aussi là-dessus. Parce qu'on sait tous à peu près ce qu'est le réchauffement climatique, mais en revanche, on ne connaît pas toutes les ficelles un peu à tirer pour effectivement opérer cette transition. Par ailleurs, je pense que tout le monde finalement devrait lire le résumé pour Policymakers du GIEC. Ça fait 30 pages, mais c'est beaucoup plus court que tout le reste du rapport du GIEC. C'est engageant. Mais voilà, c'est engageant, mais au moins ça a le mérite au moins de comprendre quels sont les gaz à effet de serre, quelles sont ces sources d'émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'un budget carbone, enfin voilà, toutes ces questions-là, quels sont aussi les impacts du réchauffement climatique sur l'humanité. Comme je le dis souvent, on parle beaucoup de sauver la planète. En réalité, c'est sauver l'humanité. La planète s'en sortira très bien sans nous et survivra, entre guillemets, très bien à ce réchauffement. C'est une question d'adaptation de l'humanité à ces enjeux, et le GIEC l'a encore rappelé hier dans un rapport qui a été publié, enfin qui a fuité et qui sera publié au mois d'octobre, je crois, prochain. Donc tout ça, en réalité, requiert du coup des compétences un peu de base, disons, sur les sujets environnementaux climatiques, mais qui ne sont pas simples.
qu'on ne nous apprend pas d'ailleurs, qu'on ne nous enseigne pas nécessairement. Surtout, par exemple, la Direction générale du Trésor, il y a quelques ingénieurs évidemment, mais on a aussi beaucoup de personnes qui ont fait des études en sciences sociales, en économie, en droit. Or, la problématique environnementale n'est pas du tout enseignée pour l'instant dans les universités au sein de formations généralistes. En tout cas, on va peut-être avoir un cours d'économie de l'environnement ou un cours de droit de l'environnement, mais finalement, on ne va pas avoir cette problématique environnementale et climatique qui est pleinement intégrée aussi dans la formation. Et du coup, ça se ressent évidemment a posteriori dans le monde du travail, dans l'administration publique, comme par ailleurs dans l'entreprise, évidemment. Alors, si je me permets de rebondir sur la question de la formation, je peux dire que les choses sont en train d'évoluer dans la mesure où, ne serait-ce que dans le domaine des sciences de gestion, nous intégrons dans nos programmes pédagogiques des unités d'enseignement sur la responsabilité sociétale des organisations, ce qui n'était pas le cas effectivement il y a 10 ans. Donc les étudiants qui sortent de nos formations ont effectivement un bagage, en tout cas des connaissances sur les questions environnementales, les questions sociales, pour ne prendre ne serait-ce que des acteurs du monde financier, ils ne sont plus focalisés que sur des indicateurs financiers, ils s'intéressent aussi à des KPI RSE et je pense que les choses évoluent, hein, pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais il y a quand même une évolution en ce sens. Effectivement, c'est vrai que l'intégration de la problématique climatique dans le système financier et plus largement dans la politique économique, c'est une question très très large qui par ailleurs mobilise beaucoup et ce d'autant plus depuis la crise du Covid-19, étant donné que cette crise a montré dans quelle mesure aussi l'érosion de la biodiversité avait finalement un impact majeur sur l'économie et sur évidemment la santé. Et donc je dirais que il y a vraiment eu un peu un redéploiement de la problématique climatique dans la prise de décision publique en ce sens. Donc, alors on pourrait en parler pendant des heures, mais disons que l'intégration du climat dans la politique monétaire, c'est désormais un sujet clé. Les articles de recherche qui émanent sur ce sujet sont extrêmement nombreux. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprime très largement sur ce sujet. Il y a par ailleurs un débat très fort au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne sur la place qui doit être donnée au climat dans la poursuite de la politique monétaire. Et pas seulement dans la poursuite d'objectifs climatiques dans le cadre de la gestion des fonds propres des banques centrales, mais également dans la poursuite de la politique monétaire elle-même. Ensuite, on a ce sujet qui s'impose dans le cadre de l'élaboration de la révision de la réglementation financière, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, bien sûr, dans le cadre aussi de la politique économique plus largement, de la politique fiscale notamment. Et on pourrait parler évidemment du prix du carbone, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est en train de se mettre en place au sein de l'Union européenne, du marché ETS, etc. Je dirais que finalement, on a un peu un triptyque de politiques qui peuvent être mises en place. Et là-dessus, je citerai un article excellent que j'ai eu l'occasion de lire il y a quelques semaines, qui s'appelle « It Takes Two to Dance », de Jérôme Derris notamment, qui a été publié au mois de mars ou avril 2021, et qui démontre qu'il y a finalement 3 types de politiques qui peuvent être mises en place pour pleinement intégrer le climat dans la politique économique. Des politiques à titre informationnel. Je pense qu'aujourd'hui, on se situe largement sur cette dimension, à savoir qu'on renforce énormément la transparence en matière extra-financière des entreprises, des investisseurs, de l'État, tel que vous l'avez très bien décrit tout à l'heure. On standardise les instruments, les produits financiers. On fait en sorte aussi de renforcer, par exemple, le pilier 3 balois sur la disclosure des établissements bancaires en matière ESG. On a aussi une politique qui peut être mise en place beaucoup plus incitative, qui va venir par exemple par le biais de la politique fiscale. Alors on parle encore une fois beaucoup de la taxe carbone, mais on a aussi on pourrait imaginer des dispositifs fiscaux qui se mettent en place si une obligation verte, par exemple, standardisée par le futur standard européen est émise, ou si on investit dans un produit éco-labellisé, etc. Donc ces réflexions ont lieu. Et puis on pourrait aussi tout à fait imaginer des politiques beaucoup plus coercitives aussi, évidemment, en obligeant, par exemple, l'ensemble du système financier à suivre une trajectoire bas carbone, à adopter des objectifs quantitatifs d'émissions de gaz à effet de serre et à sanctionner si ces objectifs n'étaient pas atteints. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se situe beaucoup plus dans l'accompagnement du marché sur ces sujets, avec un accent très fort mis sur la transparence. Et par ailleurs, sur le dernier point que je viens d'évoquer, on a par exemple publié au journal officiel un décret le 27 mai 2021, un décret d'application de l'article 29 de la loi
loi énergie-climat, qui est un article qui est venu réviser le cadre de transparence extra-financière des investisseurs, qui datait de 2015, de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. C'était l'article 173, qui était un peu une première mondiale en matière de transparence extra-financière des investisseurs. Et au sein de ce décret, on vient, par exemple, contraindre les acteurs de marché à publier une stratégie d'alignement avec l'accord de Paris en publiant des objectifs quantitatifs d'émissions de gaz à effet de serre tous les 5 ans jusqu'à horizon 2050, avec des contraintes en matière de transparence quant à la méthodologie adoptée, à savoir que désormais un gestionnaire d'actifs, par exemple, ne pourra pas seulement dire « mon portefeuille est aligné à 1,5, à 2, à 3, à 4 degrés » et du coup faire de la promotion évidemment sur un score qui serait faible, donc en disant « j'ai un portefeuille aligné à 1,5 degrés et c'est très bien », il devra se fixer une véritable stratégie sur des fondements quantitatifs et du coup venir préciser, et ce de manière très très précise. Le décret doit faire au moins 1 ou 2 pages, je dirais, sur ce sujet-là, ce qui est énorme pour le Code monétaire et financier, venir décrire la manière dont il a élaboré cette stratégie, sur la base de quel scénario énergie-climat, en prenant en compte quel secteur, quelle zone géographique, quelles données sont réelles, quelles données sont estimées, et surtout quel est du coup son plan d'amélioration et les actions correctives qui sont mises en place dès lors que des résultats négatifs, entre guillemets, pourraient émerger de la mise en place de ces stratégies, parce que le gérant, par exemple, se rendrait compte, entre guillemets, que son portefeuille est exposé à plus de 2 degrés. Donc on est encore sur cette logique de transparence, mais je dirais renforcée quand même, beaucoup plus qu'il n'y a encore quelques années au moment de l'accord de Paris. Et donc je voulais mettre en exergue, en tout cas, le fait qu'on a un triptyque, je dirais de manière très synthétique, de politiques qui peuvent être mises en place, mais qui sont évidemment pas simples, parce que la réglementation financière n'a pas comme ADN finalement la prise en compte du climat, et tout ça est évidemment très complexe. Y a-t-il des sanctions? Est-ce que des sanctions sont prévues dans le cadre de ce décret que vous évoquez? Non, des sanctions. Alors la sanction vient finalement. Alors la sanction pourrait venir de l'absence de publication, mais c'est au régulateur de tirer les conséquences d'une absence de publication. Après, la sanction vient davantage du marché, même c'est le cas pour les entreprises évidemment. Un juge peut tout à fait juger de l'absence de publication d'une déclaration de performance extra-financière, mais j'ai envie de dire la sanction vient du marché et viendra de plus en plus du marché, étant donné que le marché lui-même est contraint, justement notamment dans le cadre prudentiel, pour le coup de publier ces informations et de tenir compte de cette nécessité d'alignement des produits pour pouvoir gérer ces risques et évidemment distribuer aussi ces produits aux clients qui demandent de plus en plus d'avoir de l'ESG en plus dans leur portefeuille. Alors, avant d'aborder le rôle du contrôleur de gestion dans le domaine environnemental qui nous intéresse, il faut quand même rappeler qu'à l'origine, le contrôleur de gestion est de formation comptable et financière et qui n'était pas destiné à jouer un rôle dans le domaine environnemental. Toutefois, le métier est en train d'évoluer, notamment sous l'effet de nouvelles réglementations en matière de RSE. Donc aujourd'hui, et j'espère demain, le contrôleur de gestion pourra jouer un rôle important, notamment en termes de pilotage de la performance environnementale et de la performance globale, si on s'intéresse aussi aux aspects sociaux et sociétaux. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, il existe 2 profils de contrôleurs de gestion qui se dégagent de la pratique. Le premier profil est plus courant. Il consiste en fait à attribuer de nouvelles missions environnementales aux contrôleurs de gestion financiers, conduisant ainsi à une transformation mineure du métier de contrôleur de gestion. Donc, par exemple, le contrôleur de gestion peut se voir confier la réalisation et le suivi d'un bilan carbone au sein de son entreprise. Il peut être également chargé de produire des indicateurs RSE, ou encore de réaliser le reporting extra-financier pour répondre aux exigences légales. Donc, des exemples d'entreprises qui recrutent ce type de contrôleurs de gestion. Je pense notamment au groupe EDF ou encore Apicil qui ont publié des offres récemment sur le sujet. Alors le second profil est plus marginal. Donc, des pionniers comme Danone, Nature et Découverte ou encore la Caisse des dépôts ont créé des postes de contrôleurs de gestion dédiés aux problématiques environnementales. Donc ces postes seraient, à mon sens, les prémices d'un nouveau métier qui est en train d'émerger, le métier que l'on pourrait qualifier de contrôleur de gestion environnementale ou contrôleur de gestion écolo.
Et ce métier pourrait se développer en parallèle d'un métier qui est plus ancien, qui est celui de contrôleur de gestion sociale ou RH. Donc il y a 20 ans, on parlait peu de contrôleur de gestion sociale, donc j'imagine que dans les 20 années à venir, on pourra aussi évoquer ce métier de contrôleur de gestion environnementale, notamment sous la pression des parties prenantes et bien évidemment des réglementations. Alors le nouveau métier ou le nouveau contrôleur de gestion environnementale assume pour l'heure 4 principaux rôles. Tout d'abord, il y a le rôle de vérificateur environnemental ou vérificateur carbone si on s'intéresse ne serait-ce qu'à la question climatique. Donc ce contrôleur de gestion a pour mission de surveiller les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour réaliser cette mission, il va mettre en place une comptabilité carbone, mettre en place un budget et surveiller la réalisation des différentes actions dans le domaine environnemental ou plus particulièrement dans le domaine carbone. Il est amené aussi à rendre des comptes à sa hiérarchie et aux parties prenantes externes et pour ce faire, il va contribuer à la réalisation du reporting extra-financier. Le second rôle fait référence à la traduction eurocarbone. Donc le contrôleur de gestion est un traducteur dans la mesure où le langage environnemental est particulièrement complexe. Donc le contrôleur de gestion va être amené à traduire le langage environnemental au langage CO2, en langage financier ou en langage opérationnel, compréhensible par tous les acteurs de l'organisation. Donc il sera par exemple amené à convertir en émissions de gaz à effet de serre des données d'activité, comme par exemple le nombre de kilomètres de fret parcourus, le nombre de litres de carburant consommés ou encore le nombre de kilowattheures d'énergie consommée. Et de même, il va être amené à valoriser en euros les résultats environnementaux obtenus. Là, c'est vraiment la question du retour sur investissement lorsqu'on met en place des actions environnementales. Le troisième rôle, c'est le rôle de business partenaire. Donc, le contrôleur de gestion, en fait, va remplir une fonction de conseil et d'aide à la décision, donc auprès des dirigeants et des managers intermédiaires. Donc, il va les accompagner dans l'élaboration de leur stratégie environnementale, stratégie RSE de manière plus générale, et les aider aussi au pilotage de leur performance. Et pour terminer, le quatrième rôle, c'est un rôle d'acteur du changement. Donc le contrôleur de gestion en interne va être un éveilleur de conscience écologique. Donc en mettant en place de nouveaux outils tels que les tableaux de bord verts, le budget vert, il va inciter ses collègues à réduire leurs impacts environnementaux, donc par conséquent à modifier leur comportement. À l'extérieur de l'organisation, auprès des parties prenantes externes, notamment auprès des fournisseurs, le contrôleur de gestion peut les encourager, les inciter à changer leur mode de pensée, changer leurs pratiques, notamment en les incitant à s'inscrire dans des programmes d'éco-conception, qui permettraient d'améliorer la qualité de leurs produits, des produits qu'ils proposent sur le marché. Donc, à mon sens, le contrôle de gestion, le contrôleur de gestion en particulier, a un rôle à jouer dans les années à venir et l'existence des prémices de ce nouveau métier qui est le contrôleur de gestion environnementale est observable sur le marché, est observable dans les organisations. Il ne reste plus qu'à le généraliser dans les entreprises et également dans les organisations publiques et bien évidemment au sein des administrations de l'État.